Bien, on clôture ces deuxièmes rencontres, l'écotourisme, c'est dans notre culture, sur un sujet différent en apparence des autres journées. Je rappelle qu'on a commencé avant-hier, qui est porté sur l'idée, le projet, et nous n'en sommes qu'au stade de projet à l'association d'IFIMED, de monter un MOOC qui s'intitulerait l'écotourisme, entreprenons-le ensemble, ou entreprendre l'écotourisme. L'idée, c'est de savoir s'il est pertinent de monter une formation en ligne massive gratuite sur Internet qui touche le monde entier et qui permet notamment à des jeunes, et les plus jeunes possibles, d'accéder à des métiers, à des modèles d'entreprise dans l'écotourisme qui puissent susciter une vocation, puissent les orienter et pourquoi pas leur donner envie de pouvoir investir dans ce secteur. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est de cela qu'on va discuter. Mais auparavant, et avant de présenter les deux intervenants qui restent et le troisième qui a enregistré une vidéo, je tiens à excuser votre proviseur, Denis Ferraud, qui est confronté à des tas de problèmes, notamment, m'a dit Covid. Donc, il ne peut vraiment pas venir se libérer, à son grand regret. Je vous laisse présenter. Alors, c'est moi qui pose les questions et c'est vous qui donnez les pourcentages de réponse. Hein, c'est ça, d'accord ? Oui, pardon. Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis en première année de BTS Tourisme au lycée Paul Augier. Avec une petite idée de ce que vous voulez faire plus tard ou pas encore ? Non, pas trop. Alors, la première question qui vous était soumise à la classe, la première classe, est-ce que vous êtes préoccupé par la crise écologique planétaire que nous vivons ? Donc la classe, elle a répondu à 83% oui. Bon, ils sont normaux, eux, franchement. Et 16% non. Ok. Vous êtes combien dans la classe ? Il y en a 18 qui ont voté. 18. Okay. Il y avait des absences ce jour-là. D'accord. Deuxième question. L'écotourisme est-il un concept qui vous est familier et auquel vous faites référence parfois ? Il y a 100% qui ont dit non. 100%, d'accord. Là, c'est fort. Hein. Comme les élections dans certaines dictatures. Sauf que c'est oui. Aimeriez-vous expérimenter l'écotourisme et découvrir quelques métiers qui lui sont liés, alors, comme restaurateur bio, guide à cheval, gérant de cabane dans les arbres ? Donc il y a 50% qui ont dit oui et le reste, ils ont dit non. Ok. Pensez-vous que l'écotourisme est très répandu sur les Alpes-Maritimes ? C'est pour Virginie, ça. Il y a 100% qui ont dit non. Bon, là, Virginie, là, tu vois, c'est clair. Carrément, il n'y en a pas du tout. Après, il y avait des absents, donc peut-être que les absents, ils auraient répondu oui. Et ils ont toujours tort. Toujours. Ensuite, alors, l'objectif, c'est que vous puissiez aller picorer sur notre site internet des carnets d'exploration qu'on a fait, qui rapportent des expériences, qui montrent des exemples d'écotourisme. Et là, les questions étaient conditionnées par rapport à cela. Donc, parmi ces carnets, certains vous ont-ils donné envie de vous y rendre sur ces lieux écotouristiques ? Donc, il y a 55% qui ont dit oui. Bien. Aimeriez-vous participer à votre tour à une exploration d'un nouveau lieu à la rencontre de nouveaux métiers ? Et là, il y a 38% qui ont dit oui. Ah ouais, d'accord. Pensez-vous que des films réalisés avec des jeunes sur leur expérience de l'écotourisme pourraient mobiliser de nombreux jeunes parmi vos amis à pratiquer l'écotourisme ? Là, il y a 72% qui ont dit oui. Combien, pardon ? 72. 72, oui, d'accord. On retrouve, mis à part la question d'avant, qui est vous êtes différent des autres réponses, puisque l'idée d'aller explorer l'écotourisme ne tourne pas une grande majorité de votre classe. Oui, voilà, c'est ça. C'est votre cas ? Non. D'accord. Non, moi, ça me plaît, ça va. D'accord. Et juste à titre personnel, est-ce qu'il y a des expériences que vous avez pu voir qui vous donnent envie particulièrement ? Qu'est-ce que vous aimeriez pratiquer dans l'écotourisme ? Vous avez une idée ou pas ? Plutôt la randonnée ? Ouais, la randonnée, c'est ouais. bien. Alors, je pose la question à toutes les classes, à tous ceux qui ont envie de pratiquer l'écotourisme, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Qui aura envie de pratiquer un écotourisme ? Alors vraiment, imaginez un écotourisme de 2 jours,
où vous allez découvrir le waouh, des beaux paysages, vous allez vivre des expériences, vous allez rencontrer des acteurs, vous allez participer à des expériences assez étonnantes. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés ou pas? Levez la main. Après, je ne vous fais pas parler, hein, c'est juste lever la main. Cachez votre enthousiasme, hein, surtout. Merci, super. Bon, et la question, là je vous pose la question parce qu'on a été épatés par les réponses de vos camarades. Si vous montez par exemple dans un refuge, partez 2 jours, vous vivez dans un refuge, vous êtes accompagné d'un guide, vous avez vraiment une belle trajectoire. Est-ce que vous acceptez de le faire avec un téléphone qui est déconnecté pendant 2 jours? Alors c'est ce qui a été répondu déjà. Ouais, vous l'avez déjà fait. Et vous seriez prêts les autres à le faire? Ça c'est épatant ça. Non mais c'est épatant moi. Moi je découvre un truc. Je croyais que vous étiez complètement accro, addict, tremblant si vous n'avez plus vos téléphones. Alors je vais, parce que c'était pas prévu, mais juste votre expérience vous a plu? Et je vais reprendre. Oui? C'est quelque chose que vous aimeriez refaire? Ah c'est bien, le dialogue est très, très puissant là. Oui. Vous savez, ça m'est arrivé une fois d'avoir un conférencier. On avait 1h30 et il me répondait comme ça. Et je me suis dit, au bout de la 7e question, je ne sais pas ce que je vais finir par... D'accord. Ouais. Ce qui vous intéresse... Alors, les mots-clés, par exemple, et je les répète hein, pour les internautes, c'est quoi, par exemple qu'est-ce que vous recherchiez, vous voyez, à vivre? Ah oui, ski de rando. Vous êtes parti faire du ski de rando, c'est sportif, ouais. De chalet en chalet, ouais. Bah oui, on captait pas. Bah voilà. On captait pas du coup, pas de téléphone. Enfin, il était là avec nous, mais on l'utilisait pas. Et du coup, il fallait aller chercher l'eau à la rivière pour pouvoir la faire bouillir et tout. Non, mais c'était sympa comme expérience. D'accord. Et vous avez vu quelques autres expériences sur le site des films? Ah ben non, vous l'avez pas vu. Vous faites partie de la classe qui a pas répondu. D'accord. Donc vous pouvez pas voir. Ok. On ne savait pas qui avait un message pour répondre. En entendant ça, d'autres seraient inspirés à tenter l'expérience si vous ne l'avez pas faite, d'aller dans un refuge, vivre 2 jours comme ça, déconnecté. Ouais. Levez la main. D'accord. Et juste pour la 2e classe, et je termine et je ne vous embête plus, si vous aviez, c'était la dernière question, si vous aviez des jeunes qui témoignent dans les réseaux sociaux de leur expérience pleine, épanouissante, etc., est-ce que vous pensez que ça peut conditionner, vous donner envie de le pratiquer beaucoup plus? Ouais, d'accord. Donc c'est ce qu'on s'apprête, alors je le répète pour je ne sais pas combien de fois, mais c'est ce qu'on s'apprête à faire l'année prochaine d'EFIMED, c'est qu'on est en train de conclure des partenariats avec différents établissements d'enseignement, mais aussi des ONG qui se chargent de jeunes en décrochage scolaire, c'est-à-dire des jeunes qui abandonnent l'école pour X raisons, un drame ou rébellion, ou tout ce que vous voulez. On est en train d'engager des programmes qui vont les immerger dans des expériences écotouristiques, type par exemple refuge, mais ça va être très très diversifié, en Tunisie, au Maroc et en France. Et après, on a notre Erasmus+, ça sera en Irlande, en Italie, en Belgique et en Suède. Et là, on va demander aux jeunes de se mettre en situation de film. Donc, ils vont être filmés comme Rendez-vous à un terrain inconnu, si vous connaissez. Et on va leur demander de nous renvoyer leurs témoignages sur ce qu'ils auront découvert. Et nous, on voudrait voir si ça a un impact auprès de la jeunesse et puis d'un large public, moins jeune, pour voir si, à travers ces expériences vécues et ces témoignages, on va pouvoir donner envie de vivre cet écotourisme. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là, tous ces programmes qu'on souhaite monter, qu'on souhaite les prolonger par un MOOC, vous voyez, qui au mieux pourrait être mis en ligne à l'automne 2024. Vous voyez, c'est 18 mois de préparation, comme je disais. Et donc, à cet effet, eh bien, vous pouvez partir. Et merci vraiment. À moins que vous vouliez rester avec nous, hein, vous êtes la bienvenue, hein, vraiment. Non, ça va. Hein. Bon, d'accord. Je m'en doutais un petit peu. Et un grand merci encore. Nous avons avec nous, on devait être 4. Et donc, nous ne sommes plus que 2 vraiment à animer la table ronde. Et puis nous avons Sébastien Cancel en visio,
Merci Sébastien de Carcel, je te dis Cancel, n'importe quoi. Fatigué, Eric. Sébastien Carcel qui est avec nous depuis Lille, depuis l'Université catholique de Lille. Alors, je le répète parce que c'est impressionnant. L'Université catholique de Lille, c'est 40 000 étudiants. Donc, c'est vraiment une ville dans la ville. C'est plein d'écoles, c'est très impressionnant. Et il se trouve que je connais bien un des recteurs, un des directeurs, c'est un ami personnel. Voilà, donc Sébastien Carcel, je vais vous dire pourquoi il va intervenir. Vous allez voir, j'espère que c'est intéressant et pertinent. Et puis, avec lui, alors Sébastien Carcel, je te présente quand même, tu es membre de l'équipe Humanité de l'Université catholique de Lille, en charge du suivi pédagogique de la Convention universitaire pour le climat. Voilà, c'est ça que tu vas présenter. Et je te remercie encore. Avec toi, tu as Brice Dution, ici, manager de la filière tourisme Campus Sud des métiers, donc la chambre de commerce de Nice-Côte d'Azur. Et à la droite de Brice, nous avons Nicolas Monco, qui pour la deuxième fois intervient, qui est chargé de mission tourisme et attractivité à la délégation générale de la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, ministère de la Culture. Voilà. Et en vidéo enregistrée, après Sébastien, nous entendrons Pierre Torrente, qui est directeur d'un campus, qui est le campus des métiers et des qualifications du tourisme d'Occitanie, et qui est aussi président de l'association Transition des territoires de montagne. Bon, il a beaucoup de casquettes, Pierre. Il devait être en direct en visio, mais il ne le peut pas, donc j'ai enregistré avec lui une vidéo. C'est lui qui peut être un élément déclencheur de ce MOOC. Sébastien, on se connaît depuis très peu. Bonjour. Bonjour. Et je te remercie d'avoir accepté de te libérer quelque temps pour présenter le résultat d'une expérience étonnante et qui s'inscrit bien dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui de la transition écologique et de la transition du tourisme. Alors toi, tu es plus sur les questions écologiques avec tes étudiants. Si tu peux nous présenter l'opération que vous venez de conclure, c'est ça, hier, vous avez restitué cette opération, et justement, si tu peux nous donner quelques éléments clés de la restitution de cette opération. Madame, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. C'est super. Merci beaucoup pour cette invitation et désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous. En fait, comme Eric vient de le dire, on a terminé, on est encore en train d'atterrir après 3 mois assez intenses dans lesquels j'ai pris une part d'animation au sein de l'Université catholique de Lille. Donc, comme Eric le rappelait, c'est une assez grosse université. Lille est elle-même une grande ville étudiante. Et dans ce bassin étudiant, l'Université catholique de Lille, c'est 40 000 étudiants. Et l'année 2022 a été choisie a pris comme tournure d'être une année pour le climat. Les différents recteurs, il y a 3 recteurs, ont fait cette option-là, notamment en signant l'accord de Grenoble qui engage les universités à réduire leurs émissions, à arriver à la neutralité carbone, donc à faire leur part de cette transition écologique à laquelle on est tous appelés. Et par ailleurs, l'université, elle s'était aussi engagée au niveau de la métropole de Lille à tenir un certain nombre d'engagements de réduction de ses émissions. Les émissions de l'Université catholique de Lille, c'est 100 000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ça parle pas beaucoup, mais c'est quand même significatif, et c'est notamment lié au fait que c'est une université qui a une faculté de médecine avec des hôpitaux et des institutions de santé, de prise en charge des personnes âgées. Bref, on a cherché à prendre, sans se voiler la face, tous les aspects, tous les lieux où il y a des émissions de CO2 et de voir comment on pouvait les réduire. Et comme c'est bon, vous le savez, c'est un sujet où il est difficile d'ouvrir de nouveaux chemins efficaces pour diminuer la réduction. Le pari a été fait de s'inspirer de la Convention citoyenne pour le climat, dont on a tous entendu parler, qui a eu lieu l'an dernier. Et ce, depuis un petit moment. En fait, ça fait 2 ans que la décision avait été prise de monter une convention citoyenne, on va dire, ce qu'on l'a appelé universitaire, sur un temps réduit lié aux contraintes des emplois du temps universitaire. Donc, depuis la rentrée de septembre là, jusqu'à Noël, en 3 mois, mais avec les mêmes effectifs, 150 délégués, une centaine d'étudiants et 50 permanents, puisque c'est 3000 permanents pour 40 000 étudiants. Donc, voilà, mais les permanents, en général, vocation à rester plus longtemps. Donc, c'était à peu près les ratios. Et l'idée, c'était que l'intelligence collective nous rendrait plus pertinents, plus efficaces pour trouver des réponses
plutôt que des décisions autoritaires ou top-down qui n'auraient pas bien été reçues. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très heureux de la manière dont ça s'est passé, de l'engagement des étudiants. Donc, c'était, a priori, chaque établissement devait nous... Il y a 25 établissements et écoles dans l'université catholique. Il y a par exemple l'EDEC, qui a un campus à Nice, je crois. Son campus phare est à Lille et dépend de la Cato. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a donc la faculté de médecine, des facultés de droit, de lettres, d'histoire. Il y a à peu près toutes les disciplines possibles. Donc chaque établissement, chaque faculté était représentée par un quota de délégués. Et la première vertu, ça a été de permettre à ces étudiants de se rencontrer, de travailler, de regarder le problème climatique de manière interdisciplinaire, de croiser leurs regards. Quand on est étudiant infirmière ou orthopédiste, on ne regarde pas la même chose, le climat de la même manière que quand on fait du droit ou des sciences politiques. Voilà, et puis donc ça a été en soi dans le processus quelque chose de très heureux pour les étudiants, donc pour lesquels ils nous font le retour maintenant d'avoir été vraiment contents de participer. Ils devaient désigner, la plupart étaient quand même volontaires, donc sensibles à la question climatique. Je fais le lien avec le questionnaire qui vient d'être fait avant. On avait quand même des jeunes assez proactifs et avec une grande envie de voir les choses changer, de voir des actions concrètes se faire. Et en gros, la convention sur le climat, elle s'est divisée en 2 temps, là encore inspirée un peu de la convention citoyenne de l'an dernier. Il y a eu en tout 7 séances de 3 heures, des jeudis après-midi. Là, tous les jeudis, depuis la rentrée presque, les vacances, on s'est vus. Donc, c'était un sacré rythme. Les 3 premières séances ont été des séances d'information, de mise à niveau sur les questions climatiques. Je dis ça par rapport au MOOC notamment. C'était très bien conçu parce que, donc, j'étais pas à la conception, je peux le dire d'autant plus librement, que la première séance, en fait, on a fait appel à l'ADEME, l'Agence française de l'énergie, pour nous présenter les 4 scénarios énergétiques qui permettraient à la France d'atteindre la neutralité carbone, qui n'est pas le zéro carbone, mais le fait que les émissions sont compensées par de diverses manières, mais il faut une forte réduction dans tous les cas de nos émissions. Et en fait, la présentation de ces scénarios nous a servi de toile de fond et a permis à chacun des membres, des délégués de cette convention de se positionner un peu. C'est des chemins presque philosophiques, avec une foi plus ou moins grande dans la technologie, une exigence de sobriété plus ou moins exprimée, de coopération territoriale, etc., etc. Ensuite, on a fait faire à tous les délégués un bilan carbone et on les a formés sur le bilan carbone moyen des Français, sur qu'est-ce qui émet au jour le jour dans nos vies du CO2. Puis, ils ont, la 3e séance, eu un moment très beau de rencontre finalement avec tous les acteurs de l'université qui sont déjà en train qui en général, ils ne connaissent pas, les responsables des bâtiments, des logements étudiants, etc., qui déjà mettent en œuvre un très grand nombre d'actions pour réduire l'empreinte carbone de l'université. Et du coup, ils se sont formés sur les lieux, les leviers qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Une fois que ce premier temps a été terminé, tout le monde était à peu près à même niveau d'information. Excusez-moi. Eh bien, on a eu 3 ateliers par thématique. Il y avait 7 thématiques: se déplacer, qui est un pôle très important, se soigner, se nourrir, etc. Pour qu'ils arrivent à faire des propositions innovantes et puis opérantes, qui auraient un effet. Et elles ont été présentées à la métropole. C'était ça l'originalité, on va dire dans l'hémicycle de la métropole de Lille. Donc c'est tout frais. Et c'était très beau que ça se termine comme ça parce que c'était démocratique. En fait, on va pas dire voter, mais on a fait une espèce de sondage pour voir comment les membres de cette convention, hiérarchisaient les priorités de ces propositions. Et notamment, puisque comme ils avaient été séparés en commission, ils n'avaient pas forcément connaissance de ce qui s'était proposé dans les autres commissions, même s'il y avait des petits moments où on essayait de faire des crossing over, des rencontres pour qu'ils s'informent. Mais donc voilà, ils ont voté. Et ce que je vous propose de vous mettre à disposition juste après, c'est la vidéo YouTube qui dure 4 minutes, qui résume un peu l'ambiance et comment, non seulement comment ça s'est passé, vous verrez bien, qui vous redira ce que je viens de vous dire, et puis qui montre les propositions à la fin. On voit les 7 thématiques et les propositions avec les scores qu'elles ont faites. Donc, je vous la mets tout de suite dans la conversation. Je ne sais pas si de là, tout le monde pourra la récupérer.
Voilà un peu pour la convention climat. Je ne sais pas si Eric avait sûrement une idée du lien entre cette convention et ce qui vous rassemble dans ce colloque. Est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Je disais, je réponds à ta question, c'est-à-dire que ce que je vois déjà, c'est l'aspect intelligence collective, donc participation. Ils étaient, tu l'as peut-être dit, 94, de tête tu m'avais dit à Lille, hein, moins de 100. Hein. Les étudiants étaient un peu, on avait misé 100 avec les examens et tout ça, ils étaient plutôt 90. Et les délégués, on avait misé 50. Et c'est pareil, c'était difficile en fait. Tout le monde est venu au moins une fois, mais ceux qui sont vraiment restés tout le long, c'était pas les 100 délégués. C'était quelle tranche d'âge ? Eh ben, alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'on est associé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lille, l'université catholique, elle a pris, elle occupe un quartier entier, c'est presque une mini-ville dans la ville, le quartier Vauban. Et du coup, on avait aussi des délégués de la mairie de quartier et des lycéens. Alors, je dis ça pour répondre à la question de l'âge, parce que quand les lycéens étaient là, ça allait des 5 lycéens de première, de 17 de la première au master. Et est-ce que tu as un retour de tous sur cette expérience ? Est-ce que, comme les citoyens qui participent en général dans les conventions, les conférences de citoyens sont conquis par la formule, est-ce que vraiment, quasiment à l'unanimité, je suppose, ils ont été conquis par cette expérience ? Oui, ceux qui sont restés tout le long, et c'était assez fascinant. Moi, je me mettais à leur place, je me suis demandé souvent si, comme étudiant, j'aurais eu l'endurance qu'ils ont eue. Et puis, on était contraints par le temps, donc il fallait travailler vite en équipe. Et ceux qui sont restés tout le long, beaucoup nous ont remerciés. Alors, on a envoyé un questionnaire qu'on n'a pas encore pu. D'abord, on les a pas tous récoltés. Ils ont, je crois, jusqu'à vendredi pour répondre. Donc, on aura un avis plus détaillé. On va pouvoir se faire une opinion. Mais on l'a senti. On l'a senti à la restitution finale. Nous, on voulait les remercier. C'est eux qui nous ont remerciés de ce qu'ils avaient vécu. Donc, oui, je pense que pour quelqu'un qui a envie de voir bouger les choses sur le climat, de ne pas rester passif, c'était un moment extrêmement enthousiasmant. Même moi, qui travaille sur ces questions-là depuis 20 ans, j'ai repris un coup de jeune, quoi, hein, c'est clair. Eh bien, écoute, moi, je trouve ça formidable. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté bottom-up, intelligence collective. Ce qui m'intéresse, c'est l'implication de la jeunesse. Tu vois, c'est pour ça que je te demandais, mais on a des jeunes dans la salle là, qui sont dans cette gamme d'âge, hein, plutôt 18-19 ans. Et peut-être 20 ans, et très jeune finalement par rapport à ces questions-là, mais il se trouve qu'encore une fois, comme pour l'écotourisme, quand tu impliques les jeunes directement sur la question et pas seulement d'un point de vue théorique, mais que tu les mets la main à la pâte, ça change la donne complètement. Ils se sentent investis, il y a une reconnaissance et ils comprennent beaucoup mieux les enjeux. Complètement, et d'une certaine manière, donc la grande majorité avait entre 19 et 20 ans. Hein. C'est parce que je ne vois pas qui est dans l'Assemblée, mais vraiment, imaginez-vous que vous y étiez. Et ce qui était très beau, c'est notamment quand je vous ai dit cette rencontre avec un peu les équipes en coulisses de l'université dans leur vie de tous les jours. C'était pas les professeurs, c'était les gens qui prennent les décisions des choix de chauffage, des choix de rénovation des bâtiments, etc. Il y a des jeunes qui sont sortis de là, des délégués qui m'ont dit « Mais on pensait qu'il n'y avait que notre génération qui se sentait concernée par le climat. En fait, vous aussi, les vieux, entre guillemets, ou sans guillemets d'ailleurs, vous faites déjà beaucoup de choses. Vous faites tout ce que vous pouvez. » Et ça, c'était très beau. Ça a fait tomber une barrière générationnelle. Mais de l'autre côté, nous, comme je l'ai dit, ces jeunes délégués, ils apportaient une énergie et une envie de faire changer les choses qui est contagieuse. Et donc, il y avait vraiment besoin de tout le monde. Alors tu vois, ça m'intéresse particulièrement. Il y a la thématique, bien sûr, climatique, hein, donc environnementale, qui concerne complètement le tourisme qui nous concerne, nous, l'écotourisme. Et puis, je voulais te rapporter, Sébastien, un petit peu le fruit, grosso modo, des tout petits sondages qui ont été faits ici au lycée Hôtelier-Paul Augier concernant la sensibilisation à l'écologie. Et si je ne triche pas trop sur les chiffres, à notre surprise quand même, c'est une petite majorité qui se sent sensibilisée par les problématiques écologiques. Parce que explication, filtrage aussi au niveau des informations, ne suivent pas forcément l'actualité comme les vieux, on la suit à travers la télé, etc.
et sont plutôt branchés réseaux sociaux et donc concernés par leurs problématiques et leurs thématiques à eux. Donc il y a aussi quelque part quand même un problème de prise de conscience sur la gravité de la situation, parce qu'il ne faut quand même pas se cacher que la situation est quand même très grave sur le plan écologique. Et je pense que ce type d'opération, je le dis, hein, mais je ne m'emballe pas avec des fimènes, mais je rêverais en 2024 ou en 2025 voir une convention d'étudiants ou de jeunes euroméditerranéennes sur la transition du tourisme. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de s'appuyer sur vous et de votre réseau. Et puis j'aimerais bien, tu le sais, vous impliquer au niveau d'étudiants, des quelques étudiants volontaires, voir si en 2023, ils accepteraient de participer à une expérience écotouristique. Voilà. En tout cas, Sébastien... Que ça se fera et bravo parce que vous, en tout cas, bravo pour cette initiative et je peux que vous encourager à associer des étudiants, des jeunes dès le départ. Voilà. Et puis l'idée du MOOC, on avait pu en parler avec Eric quand on s'est rencontrés pour la première fois, me semble aussi une excellente idée. Il y en a un qui se prépare à l'Université catholique de Lille sur les questions écologiques et j'y crois beaucoup parce que c'est ce qui permet de rejoindre les jeunes et les étudiants au moment où eux peuvent accéder à de l'information. Donc c'est aussi une très très bonne idée. Très bien. Si tu le vois, si tu le croises, tu salues Thierry Magnin de ma part. Voilà. Promis. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à toi et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Voilà, eh bien, on revient. Alors non, restez là parce qu'on va diffuser la vidéo de Pierre Torrent. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Cours massif en ligne gratuit sur entreprendre l'écotourisme. Alors, on ne va pas parler ici des étapes, c'est assez long à monter et ce n'est pas du tout évident à finaliser. On le verra d'ailleurs. Pierre Torrent avait été un des acteurs phares de ce MOOC auquel Défimel a contribué il y a 6 ans, qui s'intitulait l'écotourisme, imaginons-le ensemble, très international, avec des universités à Mexico, Kuala Lumpur, en Tunisie, porté par l'université à Djendouba. Et Pierre, qui se faisait vraiment un plaisir, parce que c'est un sujet qui le passionne, le MOOC ne peut pas être disponible avec nous. Donc on a enregistré cette vidéo et on a échangé. Et je propose, avant d'amorcer avec vous le débat, d'entendre notre échange d'avant-hier soir. Merci de te rendre disponible. Nous sommes l'avant-veille au soir. Et effectivement, nous serions très très intéressés de connaître ton avis et peut-être ton expertise sur l'idée de mettre en place un projet de MOOC, entreprendre l'écotourisme, destiné principalement à la jeunesse. Alors, est-ce que tu peux nous dire si un tel projet est pertinent aujourd'hui et puis peut-être nous alerter et nous éclairer sur les points sur lesquels il faut peut-être insister à travers un projet comme celui-là? Oui, alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et encore toutes mes excuses pour pas être parmi vous ce vendredi, mais voilà, quelques obligations sur la montagne pyrénéenne m'ont empêché d'être là. Mais donc par rapport à la question, alors pertinence, j'allais dire, on va aller droit au but. Oui, il y a pertinence pour plusieurs raisons. D'abord, toute action qui vise aujourd'hui à toucher la jeunesse sur ce champ-là, on va dire d'un tourisme facteur de développement durable et en particulier de l'écotourisme, est toujours une bonne initiative. Je ne cesse de le dire. Si on veut véritablement inscrire les activités touristiques, quelles qu'elles soient, dans une démarche de développement durable demain, évidemment, il faut travailler la production touristique, il faut la travailler sur les territoires, il faut la travailler auprès des acteurs touristiques, mais il faut surtout travailler auprès des clients d'aujourd'hui, avec de la sensibilisation, mais préparer les jeunes, les nouvelles générations demain à être des touristes responsables, des touristes qui vont, j'allais dire, s'inscrire dans une pratique écotouristique, mais s'y inscrire avec un certain nombre de convictions et de valeurs et pas simplement comme une consommation de produits. Voilà. Donc pour la jeunesse, c'est à coup sûr pertinent. Deuxièmement, utiliser l'outil numérique
fatalement, quand on touche la jeunesse, c'est une bonne idée, c'est un bon canal. Et force est de constater qu'il faut, avec certaines précautions d'usage, j'imagine, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, mais l'outil numérique est un fabuleux outil d'ouverture sur le monde et d'ouverture, je dirais, de démocratisation d'accès au plus grand nombre de la connaissance, et en particulier d'une connaissance un peu spécifique comme l'écotourisme. Donc, pour l'utilisation et la mise en place d'un MOOC dans le cadre d'un outil numérique, pertinence, oui. Troisième élément, tu as parlé d'entreprendre l'écotourisme. Alors déjà, on voit bien la nécessité du MOOC, parce que est-ce que c'est entreprendre l'écotourisme? Est-ce que c'est entreprendre dans l'écotourisme? Est-ce que c'est entreprendre pour l'écotourisme? Etc. Donc on voit bien que rien que ça nécessite de réfléchir sur cette question-là. Et on voit bien que là aussi, il y a pertinence, parce que l'écotourisme, c'est à la fois évidemment une opération commerciale, il y a un client et il y a un producteur et un consommateur, mais c'est la rencontre aussi d'individus d'un territoire avec des individus hors du territoire. C'est une rencontre sociale, c'est une rencontre environnementale, c'est une rencontre culturelle, et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et évidemment, troisième élément, travailler sur l'écotourisme au travers d'un MOOC, c'est ô combien pertinent. Voilà, donc je dirais, en ce qui me concerne, il va sans dire que s'inscrire dans cette démarche me paraît à la fois nécessaire, à la fois compliqué, mais j'imagine qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'acteurs pour s'impliquer dans ce dossier-là, et en ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur nous pour travailler sur ce dossier-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements du MOOC auquel tu as contribué grandement avec l'ISTIA et l'Université Toulouse-Jean Jaurès, qui est le MOOC l'écotourisme Imaginons-le ensemble, qui est considéré sans doute comme le premier MOOC au monde sur la question de l'écotourisme. Quels enseignements tirer de cette expérience d'il y a 6 ans pour optimiser ce projet de nouveau MOOC? Alors, plusieurs enseignements. Alors, effectivement, maintenant, on a un petit peu de recul, à la fois sur les conceptions de techniques de MOOC, et puis sur qui reçoit ces MOOC, qui s'inscrit, qui participe, etc. Alors, des éléments d'abord très positifs. De mémoire, on a en deux sessions, je crois, de MOOC, ou 3 sessions, on a touché 2500 participants à travers le monde, et qui venaient, je crois, d'une trentaine de pays. Voilà, donc on voit bien… Alors, je te précise, parce que c'est beaucoup plus que ça. De mes souvenirs, on est dans du 8000 inscrits, répartis dans 89 pays, et qu'en langue française. Voilà, donc c'est dire que quand j'ai participé à la création de ce MOOC, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément les statistiques et battre des records, mais c'était vraiment travailler sur le fond. Et donc on voit bien que sur un sujet, il faut rappeler l'écotourisme. On n'est pas sur un sujet grand public, et on était de mémoire. Alors aussi, peut-être que ma mémoire va me trahir, mais je crois que c'est maintenant il y a 4 ans. Voilà, donc et c'était avant le Covid. Voilà, donc on voit bien qu'il y avait ce besoin. Donc si on reprend la question précédente, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est encore plus pertinent. Ça, c'est le premier enseignement positif. Je pense qu'on n'aurait jamais atteint autant de monde dans autant de pays avec une autre méthode que celle-ci. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ça a permis aussi de rassembler un certain nombre d'intervenants qui ont pu se mobiliser à l'intérieur de ce MOOC et donner, je dirais, de la cohérence et de la pertinence dans leurs propos, et la mettre en perspective avec d'autres. Et là aussi, si on avait dû réunir tous ces intervenants en un lieu et avec tous ces apprenants, je pense qu'on n'y serait jamais arrivé. Donc on voit la richesse de ce travail-là. Voilà, donc rien que pour ça, il me semble, on a posé les bases de ce que pouvait être un MOOC sur l'écotourisme. Et effectivement, à l'époque, on était sur Imaginons-le ensemble, et arrivé aujourd'hui sur une version qui parle d'entreprendre ensemble, c'est-à-dire construisons-le ensemble, on est sur la bonne voie. Ceci étant dit, quelques réserves sur lesquelles il faut être vigilant. Quand on analyse les apprenants, et là, sans doute, il faut réfléchir,
peut-être que la cible que l'on avait visée n'est pas forcément celle que l'on aurait souhaité. Elle était évidemment très intéressante et c'est plutôt flatteur pour nous, mais on était beaucoup sur des apprenants décideurs sur les territoires, enseignants à l'université, chercheurs, chefs de projet, directeurs de structure, etc. On était sur ce type de public-là et des étudiants aussi, mais on était quand même sur un niveau d'encadrement, alors qu'on n'avait pas du tout imaginé ça avec ce premier MOOC, c'était de la sensibilisation. Voilà, donc ça veut dire, je veux dire, parmi les éléments d'explication, c'est qu'on était à un moment aussi, il y a 4 ou 5 ans, où on s'interrogeait sur l'écotourisme, et je pense que tous ceux qui voulaient se lancer, soit dans l'enseignement, soit dans la recherche, soit dans la mise en œuvre de projets écotouristiques, avaient besoin d'être sensibilisés eux-mêmes. Donc, j'allais dire, c'est une semi-précaution, mais on voit bien qu'entre les objectifs, les cibles que l'on vise et les cibles qui ensuite seront les utilisateurs, il y a un petit delta. Donc, il faut être vigilant. Si on veut toucher le plus grand nombre et notamment les clients, il faudra sans doute y réfléchir dans la conception. Deuxième élément, sans doute, c'est la question de la certification. Et donc là aussi, ça doit nous interroger. C'est qu'on a mis en place un MOOC avec certification. Donc, alors, je ne parle pas des quelques difficultés techniques, parce que quand vous avez 8000 apprenants, etc., dans le monde entier, gérer les centres de certification, etc., c'est une logistique assez conséquente. Ça, c'est un point important, mais je veux dire, on a un petit peu de recul maintenant, on peut être capable de s'organiser et on a des relais, que ce soit dans les locaux de Campus France, par exemple, etc., on a un certain nombre de pistes possibles et il y en aura d'autres. Voilà. Donc ça, c'est pas inquiétant, mais il faut quand même l'avoir en tête. Ensuite, eh bien, ça veut dire que quand on est dans la certification, on est sur sans doute des apprenants qui viennent chercher cette certification. Donc, on va avoir un profil. J'imagine que le touriste ne vient pas chercher une certification, mais le client vient chercher une compréhension du phénomène et savoir comment lui peut jouer un rôle, et comment il peut se situer dans ce dispositif-là, mais pas forcément une certification. Donc, il faudra peut-être voir s'il faut être sur un MOOC, j'allais dire, à 2 vitesses et peut-être bien communiquer dessus, même si c'est possible dans ce type de dispositif. Ensuite, troisième élément, et que l'on peut retirer de l'analyse, de cette analyse, c'est que sans doute on était nous sur un support numérique et vidéo, et qu'il me semble qu'il aurait été important de coucher sur le papier, même en version numérique, mais de coucher sur le papier des compléments pour la compréhension. Alors peut-être des cas pratiques, peut-être des définitions, peut-être des témoignages, peut-être voilà. Donc je pense qu'il faut alimenter, compléter le MOOC, oui, mais accompagné d'un support qui va rester un petit peu et qui va durer. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais sans doute le rythme des séquences, la longueur des séquences, enfin, etc. Là, on pourra reprendre, puisqu'on a vu des analyses assez poussées, on pourra reprendre tous ces éléments pour formater le MOOC et éviter tous les petits écueils que l'on avait eu, mais globalement, et on a eu que des retours, et ça m'est arrivé après de voyager et de rencontrer des gens qui effectivement nous avaient vus dans le MOOC et me dire on a suivi ce MOOC, ça nous a bien intéressé, voilà. Et on voit bien comment on a essaimé très modestement, mais comment on a essaimé, et donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à s'engager dans ce type de dispositif. Et avoir tout le recul nécessaire pour ne pas croire que le numérique est la réponse à tout. Il est la réponse juste à un certain nombre de questions que l'on se pose et j'allais dire d'apports que l'on veut mettre en place pour un certain nombre de publics, mais pas plus non plus. Voilà. Eh bien, merci. Je pense qu'une nouvelle fois, c'était très clair. Merci à toi pour ta disponibilité et nous regrettons de ne pas t'avoir en direct pour débattre. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir de t'avoir à nos côtés. Et ce projet, alors on le sait, il faut beaucoup de temps, hein, de 18 mois à 2 ans pour bien le préparer. Mais on va tout faire ensemble pour que ce projet aboutisse et puisse servir un maximum, notamment de jeunes, pour accéder effectivement à ces clés, à ce champ des possibles. Merci à toi, Pierre. Voilà, on va pouvoir enchaîner pour terminer avec cette dernière demi-heure. On va commencer avec toi, Nicolas.
parce que tu as des impératifs pour partir et je voudrais vraiment être sûr d'avoir le temps de prendre la parole. Mais avant d'aborder la question, alors tous les deux, vous avez contribué à un MOOC qui a eu un beau succès, qui était porté sur le tourisme culturel. Ce que tu entends des propos de Pierre te parle, c'est-à-dire qu'est-ce que toi, tu peux tirer des enseignements, premièrement, donc, de ce MOOC que vous avez réalisé. Est-ce que vraiment, pour toi, c'était une première expérience, ce MOOC? Est-ce que pour toi, quels ont été les enseignements et les découvertes? Et puis derrière, si on imaginait un MOOC porté sur l'écotourisme, qu'est-ce que tu aimerais y voir dans ce MOOC concernant notamment ce tourisme culturel qu'il faudrait croiser certainement? Alors, je vais répondre très rapidement. C'était ma première fois, donc je n'ai pas toi, je pense, tu en avais peut-être fait avant. Lourd, c'est un gros travail parce que pour toucher son but, il faut réfléchir quasiment à chaque ligne que l'on écrit, chaque présentation, comment elles sont faites pour être les plus efficaces possibles. Ensuite, moi, la difficulté, plutôt le service que ça m'a rendu, ou ça a rendu à la cause que je porte, entre guillemets, c'était qu'on visait particulièrement à toucher les acteurs culturels et qui peuvent des fois regarder avec soit un peu de surplomb, soit un peu d'incompréhension sur ce qu'ils font vraiment les acteurs touristiques, alors que l'intérêt de les faire travailler ensemble est absolument incontestable. C'est quand même beaucoup les acteurs touristiques, par la promo qu'ils font et tout le travail sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur, depuis le transport, l'hébergement, l'hôtellerie, le resto qu'il y a autour, c'est eux qui effectivement fabriquent le voyage et donc fabriquent les publics qui poussent la porte d'un musée, qui poussent la porte d'un monument historique, qui vont dans des institutions, des festivals. Il y a évidemment derrière tout un déplacement touristique et donc ils n'ont toutes les raisons de travailler ensemble et pourtant ça ne va pas de soi. Et bien donc moi ma cible c'était celle-là et c'est vrai que le dispositif est très efficace. Parce que donc nous les chiffres, parce que chez vous il y a différentes versions, mais nous avec Brice on s'est harmonisé, on a les chiffres officiels. Non, je plaisante. Mais non, on est à peu près aux alentours de 7000 sur 103 ou 106 pays. Là, on a un doute, mais alors essentiellement francophone, parce que le book n'était qu'en français. Mais le nombre d'acteurs culturels qui sont en collectivité, qui sont très éloignés de moi, qui peuvent être à l'autre bout de la France, que je n'aurais d'ailleurs peut-être jamais dû rencontrer, et qui à l'occasion disent, vous savez, votre MOOC, on l'a regardé. Enfin, votre MOOC. Le MOOC fait par le ministère de la Culture et le CNAM, puisque c'était le partenariat à l'époque. Qu'est-ce qu'on a appris là-dessus? Et ce qui est très très drôle, c'est qu'on se rend compte que chacun a été y piocher des choses qui sont différentes et qui peuvent des fois être surprenantes. On a pu penser en écrivant que cette partie-là n'allait pas du tout intéresser. Et bien justement, au contraire, ça manquait. Donc ils ont dit ça m'a beaucoup plus intéressé, beaucoup plu. Ça veut dire aussi que le storyboard ou le chapitrage, comment on organise le plan d'ensemble est extrêmement important. Et moi je sais, pour terminer ce premier propos et reprendre ce que disait Pierre en conclusion, c'est que c'est effectivement un merveilleux, même s'il est beaucoup critiqué aujourd'hui parce qu'il y a d'autres possibilités pour diffuser un message, mais c'est extrêmement efficace, d'autant plus qu'il est complètement adapté, je crois, au nouveau temps de la vie. C'est-à-dire que le dispositif permet aussi de se dire, ce soir j'ai un peu de temps, je me fais 2 épisodes ou 2 morceaux, le jour après je ne peux pas, même si on essaie de le faire régulièrement, c'est très très souple, et donc dans des moments de temps libre, on peut effectivement venir s'y replonger, et puis même y compris le prendre dans le désordre, c'est-à-dire j'ai plutôt envie de l'attaquer le problème par là, c'est pas comme un cours à la fac où c'est s'enchaîne et que c'est le prof qui décide. Donc voilà, toutes ces formules-là ont permis, je crois, à beaucoup d'acteurs que moi je n'avais pas d'autre moyen d'atteindre, de faire passer un message, et aujourd'hui beaucoup nous le rappellent, parce que comme le disait aussi Pierre, il arrive souvent que les gens nous disent, à Brice ou à moi, on vous a vu dans le MOOC, et qu'est-ce que ça nous a été utile? Et sur la deuxième question alors? J'avais oublié, tu peux me la reformuler? La deuxième question, c'est si on imaginait un MOOC entreprendre l'écotourisme, qu'est-ce que tu aimerais y voir qui permette de croiser cette dimension justement culturelle qui doit s'imposer de toute façon? Moi, dans le travail qu'on fait ensemble depuis 3 ans, moi, j'ai pas besoin d'y retrouver de la culture au sens, est-ce qu'il y a combien de pourcents de culture, un coup de musée, est-ce qu'on y retrouve un musée, est-ce qu'on y retrouve un monument,
Non, c'est la démarche, comme j'ai dit plusieurs fois, qui est la relation, la rencontre de l'humain, c'est-à-dire l'humain et son patrimoine immatériel, ses savoir-faire, ce qu'il explique, le récit du territoire, c'est la meilleure hospitalité et le meilleur accueil que l'on puisse donner à un visiteur qui ne connaît pas le territoire, parce qu'on est un morceau du territoire, on fait partie du territoire et on est l'un des descendants, un porteur de ceux qui l'ont façonné. Et donc, effectivement, remettre donc, cet humain au centre, c'est déjà faire une démarche de culture. Et donc, c'est évidemment ça qui est absolument essentiel. Parce que qui parle mieux d'un territoire? Je reviens à nouveau des rencontres dont je sors lundi. Lundi, sur les rencontres culture en Ile-de-France, culture tourisme. Il y a un acteur qui a dit des choses formidables, et je sais qu'elles vont te plaire, Brice, qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on en a marre d'avoir des spots publicitaires pour aller dans tel endroit, dans telle destination, regardez, alors il y a de la nature, il y a une cascade, on y fait du cheval, on y fait du vélo, dans la nature. Ils cochent toutes les cases de marketing, et ils disent c'est une musique d'ascenseur ou une musique chiante. Ils disent le texte est mauvais, il est fait par du marketing, alors qu'en France, on a de la tellement belle musique, elle peut même être de la musique locale. On a de si beaux textes, on a des grands poètes, on a, pour parler du sud, de la Provence par exemple, pour parler, etc. Mais pourquoi on n'utilise pas les plus beaux textes de la littérature? C'est bien plus inspirant que de confier cette affaire importante à n'importe quel type au bout du couloir qui s'occupe du marketing et qui va nous faire de la soupe. Et donc effectivement, on retrouve là aussi la culture, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Enfin, je veux quand même aussi répondre sur un aspect, c'est la cible que l'on touche. Parce que je vois que dans la question posée Pierre, on tourne beaucoup autour du sujet. À qui ça s'adresse, pour qui, comment, pourquoi, etc. Et moi, je pense aussi à une autre catégorie. La jeunesse est essentielle, ça fait 3 jours qu'on en parle. Mais je pense aussi à tout un tas de gens qui se sont et qui continuent à s'interroger très fortement aujourd'hui sur le sens profond des valeurs, sur où on va, etc., et qui peuvent être des adultes en milieu de vie, qui peuvent être aussi des questions de reconversion professionnelle, d'idées de changement de vie, etc., qui sont probablement plein de compétences et de qualités par rapport à leur vie professionnelle précédente, et qui pourraient aussi essayer, comme on l'a vu dans les micro-entreprises dans les territoires en Pyrénées, se dire à un moment, entreprendre, moi aussi, ça peut m'intéresser. Moi aussi, je peux en être un acteur et s'adresser aussi, viser ces publics comme un outil aussi de la formation du temps libre, de la formation tout au long de la vie. Et je pense que ça peut aussi rencontrer beaucoup d'intérêt vis-à-vis de gens qui ne le trouveront pas ailleurs. À mon avis, il ne faut pas en faire un produit purement universitaire, ni purement tourné vers les jeunes, et c'est là que c'est, à mon avis, l'exercice est un peu compliqué. Merci Nicolas. Brice, tes réactions à ça? Alors, vous êtes complice, puisque vous avez co-créé donc ce MOOC sur le tourisme culturel. On est dans le sujet d'un projet d'un MOOC entreprendre l'écotourisme. On ne sait pas encore très bien le titre, mais tu vois les mots-clés. Qu'est-ce que tu dirais, tes premières réactions par rapport à cette expérience de MOOC ou de plusieurs MOOC dans lesquels tu as été impliqué? Et effectivement, deuxième question, même question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait miser, sur quoi faudrait-il miser pour que ce MOOC soit optimisé au plus possible? Eh ben, écoute, d'abord, moi je suis un vétéran des MOOC. J'ai cette primeur d'en avoir fait quand même pas mal, et durant les dernières années, j'en ai initié 3. Et je pense que d'abord, il faut garder à l'esprit que le MOOC, c'est un formidable outil d'acculturation. C'est-à-dire qu'on donne des perspectives, on donne des témoignages, on donne des exemples. Et dans le fond, les gens qui suivent un MOOC, on tire les expériences qu'ils souhaitent en tirer. C'est-à-dire que je pense que ça n'est pas du tout un cours comme on peut donner dans un amphithéâtre. C'est quelque chose qui doit être totalement ouvert et il faut être assez humble avec ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme cible des jeunes, c'est très bien de s'adresser aux jeunes formidables. Et on peut totalement, non pas se tromper, mais avoir d'autres types de publics qui vont venir se greffer là-dessus. Nicolas vient d'en parler. Moi, je suis convaincu qu'un MOOC, ça doit être ouvert à tous et à toutes. Donc avoir une cible tellement précise en disant on va s'adresser à des jeunes, on va s'adresser à des personnes qui veulent entreprendre, je pense que c'est trop limitatif au regard de l'ambition de ce qu'est un MOOC à l'origine. Voilà, ça c'est mon petit propos préalable. Ce que je retire, moi, des 3 dernières ingénieries de MOOC, la plus consistante, c'est celle sur laquelle on a travaillé avec Nicolas. D'abord, Nicolas était mon élève.
pendant une année, ou 1 an et demi, c'est ça, hein, et donc on a eu le temps d'échanger régulièrement avec Nicolas, puisqu'on se voyait en gros 1 semaine par mois pendant 18 mois. Et c'est en échangeant, Nicolas travaillait déjà au ministère de l'Agriculture, qu'est née cette idée de réconcilier le monde du tourisme et de la culture. Moi, je faisais partie du mauvais côté de la force, puisque je représentais le monde du tourisme, et puis Nicolas représentait le côté éclairé et lumineux, ce qu'il est encore, bien entendu, celui de la culture. Et à force de débat, parce que Nicolas est très fort là-dedans, hein, en salle de cours, lui, l'ancien syndicaliste élu local, m'a posé beaucoup de questions, et on s'est trouvé plein de convergences. Et dans le fond, c'est à partir un peu de ces échanges-là, à partir de plein d'idées, avec les premières rencontres nationales du tourisme culturel qui ont été organisées à Beaubourg en 2016, a été précisé ce projet de MOOC qu'on a lancé en 2018 dans la production et qui a été mis en ligne sur France Université Numérique au printemps 2019. Donc ça veut dire, je crois, et j'en ai fait 2 autres, l'un qui avait vocation à accompagner la transformation et la digitalisation des acteurs de la restauration et de l'hôtellerie, donc ça n'avait pas grand-chose à voir avec celui-là. Et le dernier que j'ai produit en début d'année pour les acteurs territoriaux en lien avec le CNFPT sur comment créer une stratégie territoriale touristique. Donc moi je pense que d'abord c'est beaucoup d'humilité. Il ne faut pas avoir un travail académique au sens traditionnel du terme. Sinon je pense que c'est pas un préalable qui me semble intéressant. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut, quand on réfléchit à un MOOC, se dire... si nous, on était public, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on nous raconte? Voilà. Donc c'est un peu l'expérience de l'apprenant. On parle beaucoup d'expérience touristique, etc. Je pense qu'il faut abandonner ses réflexes et son costume. Alors j'ai entendu apprenant, sachant, moi c'est des termes que je n'aime pas du tout, dans lesquels je ne me reconnais pas. J'étais prof pendant 25 ans, je ne me suis jamais considéré comme un sachant et en face de moi des apprenants. C'est un échange. Et un MOOC, c'est un formidable outil d'échange dans le fond. Voilà, et c'est se dire, je vais essayer de transmettre ce que je sais, mais surtout ce que d'autres savent avec moi, et sans doute mieux, des témoignages, des expérimentations, parce que le MOOC, j'en suis convaincu, c'est à la fois un formidable outil d'acculturation, mais aussi un formidable outil d'accompagnement à la constitution d'expériences personnelles. Et Nicolas l'a dit tout à l'heure, moi je voyage beaucoup, en train et puis parfois en avion, je dois bien reconnaître, et j'ai rencontré depuis de nombreuses années des gens qui me disent tiens, ça m'a aidé concrètement, soit à poser un problème précis, soit à essayer d'y résoudre, soit à créer quelque chose. Et je pense que ça c'est formidable, c'est-à-dire c'est ouvert et il faut que les modalités le soient tout autant. Et je pense que ce n'est pas du tout un enseignement traditionnel. Donc j'ai entendu les trois critères dont Pierre parlait tout à l'heure. Il y en a dans lesquels je me reconnais, d'autres un tout petit peu moins. Mais moi, mon expérience, c'est ça. Et puis le dernier point, c'est dire que la question de l'écotourisme et d'entreprendre, puisque c'est le sujet sur lequel tu souhaites créer, et je pense que c'est tout à fait intéressant. Moi, je n'aime pas le terme écotourisme. Personnellement, je te l'ai déjà dit, et je l'ai redit d'ailleurs mardi quand on s'est vu, je crois que certains étaient dans la salle, mais je pense que la question aujourd'hui est éminemment d'actualité. D'abord, il y a le Covid qui est passé par là, donc forcément les évolutions sociétales sont importantes partout, et je pense qu'elles le sont encore plus dans des territoires qui sont éloignés, si j'ose dire, du savoir, en tout cas de ce qu'on imagine être le centre du savoir. Je pense par exemple à un territoire de la République aujourd'hui qui est en feu, c'est Mayotte. On a eu un élève de ce territoire dans un programme qu'a suivi Nicolas. Je pense que dans ces territoires-là, c'est des gens qui sont en attente de plein d'apports. Et les MOOC, ça peut être un outil formidable pour ça. Mais je pense aussi que sur l'autre rive de la Méditerranée, il y a plein de gens qui considèrent que le tourisme est dans le fond l'activité qui va leur apporter un salut économique. Et je pense que le MOOC, c'est aussi ça, c'est penser qu'on va avoir une influence sur des gens qui vont créer des entreprises, qui vont peut-être en reprendre, et qui se disent je connais rien, dans le fond, mais j'ai envie. Et je pense que le MOOC, c'est un formidable outil pour accompagner des gens qui ont envie.
Voilà. Et ensuite, c'est réfléchir à ce qu'on a comme expérience, les gens qu'on connaît, qui sont d'abord des bons pédagogues, des bons transmetteurs, parce qu'un MOOC aussi, c'est des interviews, c'est des choses... Il faut que ça donne envie. Donc, on doit s'adresser à des humains. Moi, je me suis profondément emmerdé en suivant des MOOC à titre personnel. J'en ai entamé plein. Je suis arrivé à la fin de très peu. Il y a des MOOC faits avec des acteurs, des comédiens. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui avoir un propos assez décomplexé. Les premiers MOOC, c'était inventé par les grandes universités américaines. C'était Harvard, notamment, qui voulait ouvrir son enseignement et le diffuser au plus grand nombre. Et des gens qui n'avaient pas les capacités de dépenser 100 000 $ pour s'inscrire chaque année à Harvard. Ce qui est bien, et c'était noble. Mais il y a plein de mots qui sont tellement techniques, tellement pointus, que sincèrement, on s'y ennuie très rapidement. Je pense aussi que la question de l'évaluation et des ECTS, c'est un faux sujet aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir... Parce que tu vas tomber très rapidement dans une logique académique universitaire. Et je pense que tu vas rentrer dans des enjeux qui ne sont pas ceux d'un MOOC en tant que tel. Moi, je pense aujourd'hui que le MOOC, ça doit être quelque chose d'assez jubilatoire. Il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait des belles histoires. Il faut qu'on raconte des parcours humains. Il faut que ça accompagne des réussites, mais aussi parfois des échecs. Et puis, c'est surtout, il faut que ça donne envie d'apprendre, envie d'entreprendre, et envie de se poser des bonnes questions. Voilà. Et ensuite, après, le MOOC, c'est pas une réponse à tout, bien sûr, parce qu'il faut avoir la modestie de se dire que 3 ou 4 semaines et 10 minutes par jour, on aborde des sujets. Et puis, c'est surtout ensuite proposer un certain nombre d'idées qui peuvent être poursuivies par la suite par d'autres types de cursus, par des lectures, par des rencontres, etc. Mais je pense que c'est ça l'objectif d'un MOOC. Et à tous les deux, pour les quelques minutes qui nous restent, je me pose toujours la question de l'après-MOOC. Il n'y a pas une frustration? Moi, j'étais quand même assez surpris de voir qu'une fois qu'un MOOC est terminé, il n'y a plus de lumière, tout s'éteint, on perd tous les réseaux. C'est le fameux monde d'après. Alors le monde d'après, il faut le regarder toujours avec lucidité. D'abord se dire, il faut toujours être... ça va surprendre Nicolas, je parle beaucoup d'humilité cet après-midi et c'est l'antithèse de mon caractère traditionnellement. Mais quand on est prof, on apprend quand même la voie un peu de l'humilité. Moi, j'ai lu un article il y a une vingtaine d'années d'un prof anglais qui avait écrit un truc assez intéressant. Il disait que sur 1 heure de cours, un élève moyen retenait 3 idées. Donc ça veut dire qu'un MOOC, il faut décliner une des idées principales et ensuite essayer de les expliquer de façon simple et précise. Et donc le monde d'après, c'est se dire que d'abord, si tu as 8000 inscrits, tu en as peut-être dans le meilleur des cas 3000 qui sont arrivés au bout du projet. T'en as peut-être 2500 qui vont vraiment retirer des choses. C'est déjà formidable, hein. C'est une belle réussite. Et puis, de façon épisodique, on rencontre des gens, on reçoit des messages. Moi, encore la semaine dernière, j'ai reçu le message de 2 personnes qui avaient suivi mon dernier MOOC en me disant j'ai vachement apprécié, venez donner des conférences, venez nous rencontrer, venez nous aider à bâtir quelque chose. Donc le monde d'après, il faut aussi proposer et puis se dire, voilà, on a donné des clés de lecture, c'est déjà formidable. Et puis ensuite, advienne que pourra. Et je pense que c'est aussi un peu ça l'aventure d'un MOOC. Il n'y a pas de réalité. Et il n'y a surtout pas de vérité sur le sujet. Nicolas? Et dans un monde où aujourd'hui tout se passe par épisode avec la saison 1, la saison 2, la saison 3, tout ce qu'on voit à la télé, rien n'empêche d'avoir une bonne base et puis de te rajouter 4 ou 5 épisodes chaque année, remis à jour avec de nouvelles expériences. Et donc tu le fais vivre par rebond, année après année. Et puis un jour tu refais la base complètement parce que tu te dis ça fait 10 ans, les enjeux ne sont pas les mêmes, donc on refait tout, quoi. Je pense que Nicolas dit quelque chose de tout à fait intéressant également tout à l'heure. On consomme les MOOC comme on consomme les séries. Moi, j'ai donné une anecdote. J'étais dans un TGV un jour, j'ai vu une dame qui regardait notre MOOC en podcast. Je t'en ai jamais parlé d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à ça. Et de façon tout à fait désordonnée. C'était intéressant. Et dans le fond, c'est l'antithèse d'un livre universitaire. Voilà. Et c'est donner des clés et donner une liberté de compréhension et de lecture. C'est ça qui est aussi vraiment formidable dans un MOOC. Voilà. Et il faut accepter ça, accepter cette nouvelle forme de consommation d'une certaine forme de savoir.
Bon, est-ce que cela suscite déjà de l'attention et des questions? Y a-t-il des réactions par rapport à ça? Non? Ah, ça redevient sage d'un seul coup. Il n'y a plus qu'à le faire, oui. Alors bon, voilà. Alors, je rassure aussi donc l'équipe d'Effimed. Nous ne sommes pas partis pour faire le MOOC et surtout pas d'Effimed. Alors ça, c'est clair, net et précis. Hein. Mais par contre, y participer, y contribuer. Moi, je donne un petit avis personnel, c'est que j'ai été profondément frustré de la rupture du MOOC quand ça se termine. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a beaucoup d'internautes qui sont quand même désorientés, ceux qui ont raté le MOOC et qui auraient aimé le connaître, qui n'ont plus accès, ceux qui aimeraient prolonger les discussions. Je crois que le rôle de Defimed, si il y avait ce MOOC qui se mettait en œuvre par des vraies parties prenantes, c'est de mettre en place l'animation d'une communauté d'internautes qui puissent, une fois le MOOC terminé, prolonger les discussions et éventuellement prolonger leurs expériences. Bien sûr, tout dépend de la plateforme choisie. Si tu es diffusé par France Université Numérique, tu as une date butoir au-delà de laquelle le MOOC est fermé. Bon. Mais ceci étant, bien sûr, l'intérêt, c'est, tu viens de le souligner à dessein, c'est de diriger une communauté, c'est-à-dire être dans la capacité d'animer un dialogue continu avec un certain nombre de personnes, toujours volontaires. Et je pense que le rôle de ton association, c'est ça, c'est-à-dire de faire vivre un dialogue, un échange, mais de susciter l'échange autour d'un support pédagogique partagé avec beaucoup de personnes au nord et au sud de la Méditerranée. Je pense que c'est la richesse de l'initiative. Et puis, dernier petit point, je laisserai le mot de la conclusion peut-être à Nicolas, c'est de dire que cette communauté, faut la faire vivre. C'est-à-dire que le MOOC, c'est un point de départ, mais après, tu as des étapes. Tu peux organiser de l'événementiel, tu peux organiser un certain nombre de projets, et puis c'est surtout dire que des gens qui vont peut-être entreprendre dans l'écotourisme, ce qui serait bien aussi, c'est de les accompagner véritablement dans les étapes de l'entrepreneuriat écotouristique. Et je pense que ça, c'est peut-être une autre étape que tu peux imaginer. Pas de réaction. Très bien. Eh bien, il est 15h57. Nous sommes au bout de cette deuxième édition. Et je dis merci vraiment à tous ceux qui ont contribué, de ceux qui ont voulu rester dans l'ombre, comme Jocelyne, qui est là jusqu'au bout, Virginie, qui a été là très présente et qui s'est très peu exprimée. Et puis, bien sûr, alors il n'y avait peut-être pas 51 intervenants, parce qu'il y a la grippe Covid qui est passée par là, mais on était au-dessus des 45 intervenants durant ces 3 jours. Je crois que c'était d'une richesse incroyable. Tout est enregistré, tout sera podcastable. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais et on pourra. Et bien sûr, le but est de donner rendez-vous étape par étape. On vous invite à suivre sur le site d'Effimed. Inscrivez-vous à notre newsletter. Rejoignez-nous, devenez membre. Il y a pas mal de contreparties sympas. En tout cas, merci. Merci à vous, messieurs. On a clôturé de la plus belle des manières, mais je n'en doutais pas, en tout cas. Et puis, une prochaine. Au revoir à tous.